Salut à tous, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une vidéo complètement différente de d'habitude. Parce qu'on va découvrir ensemble quelques-unes de mes dernières trouvailles et certains de mes vinyles préférés. En gros des albums qui ont une place particulière dans ma collection. Et pour ceux qui me suivent déjà, vous avez peut-être remarqué à l'arrière-plan que je suis un grand fan de musique et donc aussi de vinyle. C'est un peu un retour à une époque où la musique s'appréciait différemment, avec beaucoup plus de lenteur, et vous pouvez le deviner rien qu'en regardant les miniatures de ma chaîne YouTube, je suis un grand fan de hip-hop. Du coup, forcément, ma collection tend un petit peu plus dans ce sens-là, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Ça va du jazz à la pop, en passant par le funk, donc on a réellement pas mal de choses à voir et à discuter ensemble. Alors, on perd pas plus de temps, on passe directement au premier vinyle. Et on commence avec un pur classique, 3 Feet, A High and Rising, de La Soul. Un album sorti en 1989 qui a chamboulé les codes du rap à l'époque. C'est le tout premier album de La Soul et franchement, dès le départ, ils ont mis la barre très haute. Alors pourquoi cet album est si spécial ? Eh bien c'est très simple. Déjà à l'époque, le groupe proposait quelque chose d'innovant et leur objectif était de donner une vision beaucoup plus créative et plus positive du hip-hop. Contrairement à d'autres groupes qui prenaient une direction beaucoup plus sombre et hardcore, De La Soul, eux, optent pour une ambiance légère et décalée. Mais surtout, le groupe s'est fait remarquer pour son utilisation de samples. Ils vont chercher leur inspiration un petit peu partout, du funk, du jazz et même du rock. C'était audacieux et surtout inédit. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir à propos de cet album, c'est qu'il a eu pas mal de problèmes légaux à cause justement de l'utilisation de samples. À l'époque, l'utilisation des samples n'était pas réellement quelque chose de bien défini dans le hip-hop. Et De La Soul s'est donc retrouvé dans quelques procès, notamment face à The Turtles, un groupe des années 60. Tout ça a rendu la réédition de l'album très compliquée, et ça s'est finalement arrangé que très récemment. Ce qui nous permet donc d'avoir ce vinyle très coloré entre les mains. Mais ce qui rend l'album réellement cool, à mon sens, c'est aussi son côté décontracté. Dans ce projet, on retrouve un univers sonore unique, avec des beats colorés, des interludes amusantes, et un côté très expérimental. Ce qui fait que cet album est souvent vu comme l'un des pionniers du style alternative hip-hop. Et si on regarde la playlist, il y a évidemment pas mal de tubes incontournables du groupe. Et notamment le morceau Me, Myself and I, qui est probablement le plus connu du groupe, et qui est une chanson légère, funky, avec des paroles qui parlent de rester soi-même et de ne pas se conformer aux attentes des autres. Ce morceau était très rafraîchissant dans le monde du rap à l'époque. D'ailleurs, le clip est tout aussi iconique, avec ses couleurs vives et son ton décalé, un vrai classique, mais l'album c'est évidemment beaucoup plus que des hits. Il y a aussi des petites pépites comme The Magic Number et I Know, qui personnellement font partie de mes chansons préférées du groupe. 3, that's a magic number. Yes it is. It's the magic number. Forward march is the say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be in top crown when I put the needle into your groove. Chaque morceau a un style, une vibe différente, et c'est cette diversité qui me fait réellement aimer cet album. Et en ce qui concerne le vinyle, c'est déjà un objet culte en soi. Elle est colorée, flashy, avec ce style très psychédélique des années 60. Dessus, on y voit les 3 membres de La Soul, entourés de fleurs, dans une sorte de collage qui évoque un mélange de paix et d'amour. Rien qu'en regardant la pochette d'album, on comprend qu'on s'apprête à écouter quelque chose de spécial. Et une autre chose assez sympa avec ce vinyle, c'est le concept de l'album. Il est présenté comme un jeu télévisé avec des interludes où les membres de La Soul participent à une sorte de quiz absurde et ça ajoute un côté ludique et original au projet. Et puis ça renforce aussi ce sentiment que De La Soul ne prenait pas tout trop au sérieux. Ils étaient là pour s'amuser avec leur musique et honnêtement De La Soul a redéfini ce que le hip-hop pouvait être, plus ouvert et plus créatif. Et encore aujourd'hui, cet album garde cette fraîcheur qui te donne envie de l'écouter encore et encore. Ensuite, on a cet album-ci, et là il s'agit du 5e album des Commodores, sorti en 1977, et pour le coup, là j'ai la version originale. En plus de ça, ils le vendaient avec un petit poster signé à l'intérieur, donc on va pas cracher dessus. Mais en plus d'être un classique des années 70, c'est aussi l'album qui a propulsé le groupe dans une autre dimension, et il contient des morceaux comme Brick House, un son qui te donne du funk à l'état pur, avec une ligne de basse juste dingue. Ce morceau, c'est probablement l'un de mes préférés du groupe parce qu'il te donne immédiatement envie de danser. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce morceau, ce qui serait entendable, ce serait assez bizarre de ne pas connaître le prochain parce que c'est tout simplement le morceau iconique du groupe.
Cette chanson, c'est la ballade qui marque les esprits dans les années 70. Écrite et chantée par Lionel Richie, ce morceau est très doux et super accrocheur. Et ça a été un vrai carton à l'époque, ce qui les a permis de toucher un public beaucoup plus large. Et musicalement, l'album montre bien la diversité du groupe. Ils ne se contentent pas de faire du funk pur et dur comme ils savent le faire, et c'est peut-être cette polyvalence, cette diversité qui a touché autant de monde. Alors si tu ne l'as jamais écouté, honnêtement, c'est le moment de découvrir ce petit bijou. Le prochain projet, c'est réellement une pépite du rap des années 80. L'album en question, c'est Capital Punishment de Big Pun, sorti en 1998. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Big Pun, ou plutôt Big Punisher, c'était un rappeur du Bronx, New York, qui a explosé vers la fin des années 90. Ce mec, c'était une légende, notamment parce que c'était le tout premier rappeur latino à recevoir un disque de platine aux États-Unis, et ça à l'époque, c'était réellement une performance. On parle d'une époque où le hip-hop était surtout dominé par les artistes afro-américains, et donc lui, il a réellement ouvert les portes à une toute nouvelle génération de rappeurs latinos. Ce qui est dingue, c'est que Big Punisher mélangeait des sujets très durs comme la violence et la rue, avec des moments beaucoup plus légers, voire même drôles. Et cet album a une vraie richesse au niveau des textes, des flows et des productions. Big Pun avait un style hyper technique, avec un débit ultra rapide et une manière d'empiler les rimes avec une précision de fou. Si tu veux un exemple, écoute le morceau Super Lyrical avec le rappeur Black Thought. Cette chanson, c'est un pur exercice du style où deux monstres du rap se lancent des punchlines non-stop. En dehors de ça, il y a d'autres morceaux incontournables dans l'album. Et l'une de mes favorites est Still Not a Player, qui est probablement le morceau le plus connu du projet. Clairement, ce morceau, c'est celui qui a propulsé Big Pun dans les charts américains. Mais si j'aime autant ce morceau, c'est pas seulement pour le morceau en lui-même, mais aussi parce qu'il est lié à un autre morceau, I'm Not a Player. Et en gros, Still Not a Player, c'est la suite de ce morceau-là. Et finalement, il y a encore un dernier morceau que j'aimerais vous partager, même si honnêtement, je pourrais tous les partager, ils sont tous très bons. Bref, ce dernier morceau en question s'appelle Twins. Ce morceau, il est mythique. Big Pun y collabore avec Fat Joe, et c'est en quelque sorte un hommage à la chanson Deep Cover, sortie par Dr. Dre et Snoop Dogg. Mais dans ce morceau-là, il y a une phrase en particulier qui est devenue légendaire pour son flow, celle-ci. Finalement, ce que j'adore aussi avec le vinyle en lui-même, c'est aussi la pochette d'album, parce que tu as cette image de Big Pun en mode mafieux, et ça représente bien cet univers new-yorkais de l'époque. Et on va pas se mentir, ce genre de vinyle très simple où on a un visage, ça donne très bien accroché au mur. Bon, malheureusement, Big Pun n'a pas une carrière très longue, vu qu'il est décédé en 2000 à l'âge de 28 ans, et c'était dû à des problèmes de santé liés à son poids. Et honnêtement, je trouve ça très dommage, parce que quand on voit cet album, on voit le potentiel que Big Pun avait. Et selon moi, bon, c'est que mon avis, mais il aurait pu devenir l'un des plus grands rappeurs. Et donc pour toutes ces raisons, ça rend cet album assez important à mes yeux. Après ça, on a l'album Ella and Louis. Dans ce projet sorti en 1956, deux légendes du jazz se retrouvent pour sortir un album qui deviendra un classique. Cet album, il réunit Ella Fitzgerald et Louis Armstrong pour la première fois sous le label Verve. Ces deux-là avaient déjà collaboré dans les années 40, mais là, ils ont réellement créé quelque chose d'unique. On y retrouve 11 morceaux, tous interprétés à un tempo plutôt lent, et personnellement, c'est la chanson April in Paris qui fait partie de mes chansons préférées de ces deux artistes combinés. Que ce soit l'histoire ou l'ambiance du morceau, le résultat est tout simplement magique. April in Paris, chestnuts in blossom. April in Paris. Now who can I run to? Dès le départ, Ella entre avec sa voix assez fluide, douce et pleine d'émotion. Son phrasé est à la fois délicat et puissant, ce qui crée une atmosphère envoûtante. Et puis on a le grand Louis Armstrong avec sa voix éraillée et chaleureuse qui apporte une touche de nostalgie à l'ensemble. Et il faut savoir que cette chanson, c'est une reprise,
Parce qu'à l'origine, la chanson a été écrite en 1932, mais c'est que bien plus tard qu'elle a été rendue célèbre par des figures importantes du jazz, dont Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Ce premier album collaboratif sera un énorme succès, tellement que le duo remettra ça à 2 reprises, et même si personnellement je trouve que c'est un duo assez surprenant à première vue, Ella Fitzgerald avec sa voix douce est à l'opposé de la voix de Louis Armstrong, une voix profonde et chargée de chaleur. Mais du coup, les 2 artistes se complètent parfaitement et c'est cette chimie qui rend leur duo si spécial. Donc honnêtement, c'est une vraie pépite pour tous les amateurs de jazz et même pour les amateurs de musique en général. Prochain vinyle, Liquid Swords de Jeezy aka Genius. Pour remettre dans le contexte, Jeezy c'est un membre fondateur du groupe Wu-Tang Clan, un groupe de rap légendaire fondé au début des années 90. Il était composé de 9 membres principaux et il était connu pour avoir révolutionné le rap avec leur premier album. Leur style unique mélange des samples de films kung-fu et des paroles complexes sur la vie. Aujourd'hui encore, ils sont considérés comme un des groupes les plus influents dans l'histoire du hip-hop. Enfin bref, Liquid Swords est donc le 2e album solo de Jeezy qui faisait donc partie de ce groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet album a été entièrement produit par RZA, le cousin et leader du groupe Wu-Tang. Ce projet a donc vraiment l'ADN du groupe dans tous ses morceaux, ce qui en fait l'un des albums les plus aboutis de l'artiste. Et l'une des choses qui rend Liquid Swords si spécial, c'est qu'il est à la fois très lyrique et super sombre. Jeezy est d'ailleurs souvent appelé Genius, ce qui veut dire le génie, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Ses textes sont incroyablement techniques et pleins de métaphores, de jeux de mots et d'images visuelles, et dès le morceau d'intro, on est plongé dans cet univers à la fois violent et philosophique. When the MCs came, tell them about their names and to perform, some had to snort coke to act the same with the poor heat rocking on. Jeezy découpe les prods avec une précision incroyable et ce vinyle c'est clairement un plaisir à écouter. En plus la pochette du vinyle est juste incroyable avec cette illustration où on voit Jeezy en mode guerrier avec une épée en train de battre ses adversaires. Ça reflète très bien l'atmosphère presque martiale de l'album et en réalité cette pochette nous fait immédiatement penser au film de Kung Fu que RZA et Jeezy adorent mais avec une touche beaucoup plus dark et hip-hop. Le prochain vinyle, c'est celui-ci, un projet qui s'appelle Victory et qui est sorti en 1984 par les Jacksons, qui auparavant se faisaient appeler les Jackson 5, mais ils ont dû changer de nom tout simplement parce qu'ils avaient changé de maison de disques. Bref, à ce moment-là, Michael Jackson venait tout juste de sortir Thriller, donc autant dire qu'il était déjà une superstar internationale, et l'album Victory sera aussi un album particulier, mais pour une toute autre raison. Tout simplement parce que c'est le dernier où tous les frères Jackson sont réunis. Et on peut réellement dire que chaque frère a apporté sa touche personnelle au projet. Ce n'est pas juste Michael et les autres, parce qu'ici, chaque frère a son moment dans l'album, ce qui rend l'album très diversifié en termes de sonorité. Et l'un des hits sur l'album qui va attirer l'attention s'appelle State of Shock, une collaboration inattendue avec Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones. Ce morceau précisément a montré une facette beaucoup plus rock des Jackson, mais ils vont aussi y ajouter la chanson Torture, qui est devenue un vrai classique des années 80, avec ce son typique du moment, des synthétiseurs, des basses bien lourdes et un groove imparable. L'album lui-même est un mix intéressant entre des influences soul, funk, rock et pop, mais malgré tout ça, l'album Victory n'a pas reçu des critiques très positives à l'époque. Bon, il faut dire que tout le monde avait encore Thriller en tête, donc c'est assez compliqué de rivaliser avec l'un des plus grands albums de tous les temps. Et donc Michael Jackson, qui était au sommet de son art à ce moment-là, a en quelque sorte, malgré lui, volé la vedette à son propre groupe. Finalement, la tournée pour cet album sera aussi la dernière tournée que Michael Jackson fera avec ses frères, parce qu'après ça, il s'est consacré à sa carrière solo. Et donc pour les fans des Jackson et des Jackson 5, cet album a une place particulière parce qu'il représente tout simplement la fin d'une ère. En réalité, j'ai toujours été fasciné par cet objet qu'est le vinyle, qui est à la fois simple et complexe. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous cette passion que j'ai pour les vinyles et de vous partager certains de mes coups de cœur, d'expliquer pourquoi ces projets me tiennent à cœur et peut-être vous faire découvrir ou redécouvrir certains albums. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu plus personnelle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire et évidemment en vous abonnant et en mettant un petit j'aime sous la vidéo. Bref, vous faites ce que vous voulez et nous comme d'habitude on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.